Patrick Kanner, le Sénat qui valide donc, on vient de le voir, le désengagement d'Engie, mais qui refuse la privatisation d'ADP. Pourquoi des lignes différentes ? Sur Engie, on retrouve le clivage droite-gauche. Très clair, hein. Nous pensons qu'il faut que l'État reste puissant dans l'énergie pour préserver notamment les prix d'accès à cette énergie pour les Français les plus modestes. Sur Pacte, c'était autre chose. Pacte, c'est une situation de monopole, c'est l'entrée de la France. ADP, pardon, c'est l'entrée de la France dans Pacte. Et ce que nous avons dit avec LR, 85% d'ailleurs des sénateurs LR ont voté avec nous, avec aussi la gauche globalement, c'est qu'on ne privatise pas, on ne brade pas le patrimoine des Français. Monsieur le ministre de l'économie n'était pas très heureux au regard du résultat, mais j'ai envie de dire tant pis pour lui, parce que ses arguments n'étaient pas bons. Mais tout de même, c'est surprenant, cette alliance, on a envie de dire, de circonstances entre la droite libérale et vous, les socialistes. Ce qui s'est passé, c'est que chacun a compris que l'intérêt général l'emportait sur les intérêts partisans. C'est pas qu'une posture politique. Sûrement pas. Sûrement pas. Les craintes sont fondées. Sûrement pas, parce que nous estimons aujourd'hui que privatiser ADP, c'est une erreur économique, une erreur politique, et que cela consisterait finalement à permettre à des étrangers, peut-être, ou à de grands groupes français qui sont déjà dans une situation de monopole, de pouvoir mettre la main sur un fleuron de notre économie et surtout sur un équipement structurant. Et pour finalement quoi ? Pour placer 10 milliards d'euros auprès de la Caisse des dépôts et consignations, c'est ce que nous a dit Monsieur le maire, et récupérer 250 millions d'intérêts pour financer un fonds d'innovation. Le gouvernement a prévu des garde-fous sérieux. La loi prévoyait, puisque pour l'instant, la loi est bloquée par le Sénat. La loi prévoyait effectivement des garde-fous, mais nous avons vu que ces garde-fous n'avaient pas tenu sur les autoroutes. Et donc, voilà, chat échaudé, vous connaissez la suite. Et donc, ce que nous disons au gouvernement et aussi au président de la République, si le Sénat est un lanceur d'alerte, et nous le sommes, soyez attentifs au fait que 85% du Sénat a voté contre cette privatisation. C'est dit. Dans le reste de l'actualité, il n'y aura pas de champion européen du rail. Bruxelles a mis son veto hier à la fusion entre Alstom et Siemens contre l'avis de Paris et de Berlin qui militaient pour la création d'un géant européen en matière ferroviaire. Je vous propose d'écouter la réaction, la colère du ministre de l'économie et des finances, Bruno Le Maire. La décision de la Commission européenne, qui vient de refuser la fusion entre Siemens et Alstom, est d'abord une erreur économique, qui repose sur une analyse que nous contestons des règles de la concurrence, du marché pertinent et des intérêts économiques de l'Europe. Et puis c'est une faute politique, parce que la décision de la Commission européenne va renforcer l'industrie chinoise et affaiblir l'industrie européenne. Nous estimons que face aux grands champions industriels qui sont en train d'émerger partout dans le monde, dans tous les domaines, notamment dans le secteur du ferroviaire, nous avons un nouveau champion chinois, CRRC, qui est le premier champion mondial en matière ferroviaire. Il faut rassembler les forces européennes. Il faut rassembler l'industrie allemande et l'industrie française, comme nous le proposions avec la fusion de Siemens et d'Alstom. Ça nous aurait permis de jouer à armes égales avec la Chine. La Commission européenne a fait un autre choix. Nous estimons que c'est le mauvais choix pour l'Europe, le mauvais choix pour l'industrie européenne et le mauvais choix pour nos entreprises. Patrick Kanner, c'est le mauvais choix pour l'Europe, comme vient de le dire Bruno Le Maire. Vous partagez sa colère ? Écoutez, j'entends beaucoup de cris d'orfraie sur cette décision européenne. Alors, je ne vais pas la défendre, je vous rassure. Mais finalement, la Commission européenne applique le droit européen en vigueur. Et donc, si le droit européen en vigueur n'est plus adapté à la situation économique mondiale, il faut le changer. Et c'est au chef d'État, à M. Macron, en Conseil européen, de dire stop, trouvons de nouvelles règles pour justement éviter que, sur le ferroviaire, le fameux groupe CRRC, ce groupe chinois qui produit 230 trains par an, alors que Alstom et Siemens réunis font 35 trains. Donc c'est vrai qu'il y a un risque majeur. Mais si les règles sont à adapter, faisons-le, tout simplement. En tout cas, créer un groupe Alstom, Siemens, c'est effectivement créer une situation dominante, notamment par rapport à un autre groupe qui s'appelle Bombardier dans notre... Donc il y avait un vrai problème de monopole. Il y a un vrai problème de monopole, mais j'entends la remarque de la mondialisation. Il faut que l'Europe se défende. Il ne faut pas que l'Europe soit, entre guillemets, la cocu, permettez-moi l'expression, de l'évolution économique mondiale. Changeons les règles, c'est ça la véritable politique. Est-ce que vous craignez néanmoins précisément sur cette décision des conséquences sur l'emploi avec ce veto ? Ce qui est certain, c'est que cet accord, et je tiens à le souligner, n'était pas un excellent accord.
on n'était pas un accord partagé entre Alstom et Siemens. On était plutôt dans une absorption d'Alstom par Siemens. Et donc les salariés, notamment les syndicats, avaient raison d'être en crainte par rapport à cette question. Donc le dossier méritait sûrement d'être amélioré. Aujourd'hui, il est effectivement bloqué par la décision de la Commission européenne. Revoyons l'ensemble pour que nous ayons effectivement cet Airbus du ferroviaire dans notre territoire, sur le continent. A tout de suite, Patrick Caner, on vous retrouve. Dans l'actualité également, le Sénat se penche sur l'avenir de la sidérurgie Saveria avec la mise en place notamment d'une mission d'information. Après la fermeture de Gandrange et les hauts fourneaux de Florange, c'est le sort d'Ascoval, dans le Nord, qui a mobilisé politiques et syndicats. Comment sauver l'industrie du déclin et bien sûr les emplois qui en découlent? Regardez les explications de Fabien Recker. Ils sont le symbole du déclin de la sidérurgie française. Les hauts fourneaux de Moselle définitivement éteints. Et même si le sauvetage de l'aciérie d'Ascoval en décembre dernier a ramené une lueur d'espoir, la filière métallurgique est en difficulté. C'est aussi un bastion fragile ou fragilisé par la crise de 2008, fragilisé aussi par l'attitude assez agressive des concurrents étrangers et notamment chinois. On sait que la Chine a fortement investi et est arrivée à une situation de surcapacité dans les domaines métallurgie-sidérurgie. Une filière qui emploie plus de 60 000 personnes en France dans 350 entreprises pour un chiffre d'affaires de 42 milliards d'euros. Des entreprises fragilisées par la concurrence chinoise qui a inondé le marché mondial avec un acier à bas prix. Conséquence en France, l'emploi salarié dans la sidérurgie a chuté de 21% en l'espace de 10 ans. Principalement touchés, quelques bassins d'emploi dans les Hauts-de-France, l'Est et la région PACA. Mais le recul de l'emploi ne signifie pas que la filière est condamnée. Les fermetures de sites ont souvent un impact médiatique très fort parce que tout le monde, en gros, a peur pour son emploi. Mais il ne faut pas mélanger les deux phénomènes. La plupart du temps, une fermeture de site ne dit rien de la santé d'un acteur économique à l'échelle nationale. Des acteurs qui misent sur l'innovation et la montée en gamme pour résister à la concurrence. La mission d'information du Sénat, qui se penche sur la filière, se donne 6 mois pour rendre son rapport. Patrick Caner, est-ce que la sidérurgie est condamnée en France? Non. Non, mais il faut analyser le mal. Et cette mission qui a été lancée par une de nos collègues du Nord, Valérie Létard, que je tiens à saluer, nous y participerons naturellement, est une mission utile pour comprendre ce qui est en train de se passer. Il y a aujourd'hui, je suis nordiste, vous le savez, je vois bien quand même les aciéries du Dunkerquois, il y a moyen de sauver les choses. On l'a fait pour Ascoval, j'étais présent sur le rond-point d'Ascoval. C'était peut-être le premier rond-point préfigurant d'autres choses. Sans gilets jaunes. Sans gilets jaunes, ils avaient des gilets oranges, nos amis d'Ascoval. Ils se sont battus et j'étais vraiment très fier d'être à leur côté, avec d'autres élus de la région, et notamment Xavier Bertrand, qui a été déterminant dans cette affaire. Mais sans l'intervention d'ailleurs des élus locaux, je ne suis pas certain que le gouvernement n'aurait pas laissé filer l'affaire et Ascoval aurait été fermé. Il n'y a pas de fatalité au déclin industriel? Il faut qu'on ait une stratégie industrielle forte. L'industrie fait partie de notre ADN économique dans notre pays. Cette région que j'ai évoquée, le Nord, a vu le textile partir, a vu les mines, bien sûr, fermer, la sidérurgie en grande difficulté. Donc, il faut une volonté. Ça ne peut pas se passer que par des aides d'État. Et là aussi, l'Europe a un rôle majeur à jouer dans le cadre du débat que nous avons eu tout à l'heure. Et néanmoins, c'est à l'État, aux collectivités d'intervenir. Les collectivités en pompiers, je n'y crois pas trop parce qu'à un moment donné, elles diront ce n'est pas notre rôle, même si la région aujourd'hui a récupéré la compétence économique de par la loi NOTRe. Il faut qu'elle influe, qu'elle puisse amener l'État aussi à prendre toute sa part. Prendre toute sa part, c'est non seulement de l'argent, mais c'est effectivement la définition d'une stratégie industrielle qui aujourd'hui nous manque dans ce pays. Patrick Caner, vous êtes président du groupe socialiste au Sénat. C'est important que le Sénat soit perçu comme la chambre des territoires. C'est-à-dire pas éloigner des gens. D'abord, c'est son rôle constitutionnel. C'est la Chambre des territoires. Et c'est une chambre qui a le même pouvoir que l'Assemblée nationale, avec cette spécificité et le parcours qui est celui des sénateurs. Tous les sénateurs ont tous eu, à un moment ou à un autre de leur vie, une responsabilité locale. Et c'est tant mieux. Donc cette spécificité-là, il faut la garder, il faut la préserver. Il faut expliquer peut-être aussi au président de la République que toute idée de fusion avec une autre chambre, que je respecte, le CESE, peut-être pas une bonne idée. On va retrouver, justement, parce que le Sénat est la Chambre des territoires et que nous sommes en partenariat avec les télévisions locales de France et la presse quotidienne régionale dans cette émission, Marianne Ray, qui est à Saint-Étienne pour TL7, Télévision Loire 7, une chaîne dirigée par Yves Faure, une grosse chaîne en Loire. Marianne Ray, vous avez Patrick Caner devant vous, donc allez-y, en duplex.
Bonjour Patrick Caner. Alors dans notre département, la Loire, on a un problème, une problématique. On ne sait plus vraiment où sont les socialistes. Le groupe a littéralement explosé après les présidentielles. Notre député socialiste Régis Juanico a rejoint lui le mouvement Génération de Benoît Hamon et même l'ancien maire socialiste de la première heure de Saint-Étienne, Maurice Vincent, a lui rejoint le groupe En Marche. Alors qu'arrive-t-il à ce territoire, à notre département? Et surtout, comment vous allez faire pour reconquérir la Loire? Patrick Caner, ils sont où les socialistes? D'abord, ils sont sur votre plateau. Moi, je rappellerai à Madame Ray que M. Juanico, certes, a rejoint Génération S, mais qu'il est toujours membre du groupe socialiste et apparenté à l'Assemblée nationale. Et j'en suis très heureux, c'est un ami. Nous avons aujourd'hui 40 départements où il n'y a plus de parlementaires socialistes. Ça, c'est la réalité, malheureusement, arithmétique. Ce n'est pas une bonne chose pour le fonctionnement de notre démocratie, parce que je crois à cette gauche de gouvernement, à cette social-démocratie de gouvernement. Nous sommes encore le 3e plus important groupe parlementaire de tout le Parlement, avec nos amis de l'Assemblée nationale, et nous avons 50 000 élus locaux. Donc, c'est vrai que nous sommes en situation très délicate, très difficile. La situation de la Loire n'est pas particulière, malheureusement. À nous d'être fiers de ce que nous sommes. Moi, je ne suis pas non plus pour les autoflagellations, je suis pour la fierté du bilan qui a été le nôtre. Et on dit souvent, quand on se regarde, on se désole. Mais quand on voit ce qui est en train de se passer, le nouveau monde nous montre que finalement, l'ancien monde avait peut-être des qualités en termes de résultats économiques. Patrick Caner, je voudrais vous entendre sur le grand débat. 738 000 contributions sur le site du gouvernement, 4 000 débats publics organisés dans les communes. Le grand débat, très clairement, ça marche, ça passionne les Français. Ça marche, ils ont envie de faire de la politique. Personne d'ailleurs ne nie cela. Nous avons décidé, nous, de participer au grand débat. Moi, je suis en train de repérer dans mon département 3 ou 4 débats organisés par des maires ou des associations auxquels je pourrais participer d'ici le 15 mars. Donc il n'y a pas de doute là-dessus. Nous avons des choses à dire. Les Français ont des choses à dire. Et c'est une initiative originale que nous accompagnons. Pas de difficulté. La vraie question que chacun se pose, c'est quid ? Que va-t-il se passer? Et notamment la question de la transparence du process qui a été engagé. En une minute, le nouveau déplacement aujourd'hui du chef de l'État, du président, une constante, le président qui s'exprime, qui échange pendant des heures. Qui occupe les médias. Voilà. Est-ce qu'Emmanuel Macron accapare trop le débat? Est-ce qu'il faut compter son temps de parole? Écoutez, moi je suis quand même très inquiet. Quand je vois Emmanuel Macron ou le Premier ministre ou d'autres ministres faire la saturation des chaînes d'infos en permanence, je m'inquiète et nous allons saisir le CSA pour savoir si tout cela est conforme aux règles habituelles dans notre pays de répartition du temps de parole sur les chaînes. Patrick Caner, on va remercier Marianne Ray, bien sûr, à Saint-Étienne, et on lui souhaite bonne chance pour trouver des socialistes. Vous avez entendu sa question? Oui, mais je suis prêt à venir dans la Loire s'il le faut, il n'y a aucune difficulté. Voilà Marianne Ray, message fait, merci à vous et à TL7 Télévision Loire 7. On va partir à Strasbourg, on va place de la République en duplex et en direct avec Adrien Labis et Anna Britz qui nous accueille. Anna Britz, c'est la fracture territoriale qui ressort dans le grand débat chez vous. Oui, bonjour Patrick Caner, tout à fait. Un des thèmes qui revient souvent ici, c'est la fracture territoriale, notamment en matière de services publics. Et puis en Alsace aussi, la loi NOTRe sur l'organisation du territoire est très décriée. Est-ce que elle a été votée cette loi sous le gouvernement socialiste. Est-ce que vous estimez que vous avez une responsabilité en la matière? Est-ce que vous estimez aujourd'hui qu'il faudrait peut-être remettre en question cette loi? Oui, c'est ce que m'a dit. Je considère que la loi NOTRe, aujourd'hui, est une loi qui est jeune. Son encre est à peine sèche selon la forme consacrée chez les parlementaires. Donc laissons-lui le temps de produire ses effets. Passer de 22 régions à 13 régions, c'est compliqué. Je le mesure bien. Et ça peut créer des frustrations, des incompréhensions. Donc, mais par contre, aujourd'hui, je n'entends personne remettre en cause ce découpage qui a marqué notamment le territoire de l'Est, mais aussi mon territoire dans les Hauts-de-France. Donc, soyons sereins. Les élus ont pris leurs responsabilités en la matière et je ne connais pas aujourd'hui de président de région, de droite ou de gauche, qui remettrait en cause ce redécoupage qui nous met à un niveau européen au regard des autres collectivités. C'est un sujet majeur aujourd'hui dans le grand débat. Oui, c'est un sujet majeur, mais ce qui est majeur, c'est quel service public de proximité. Donc s'il y a des grandes régions,
il faut des départements forts, il faut des communes qui ne soient pas affaiblies, notamment au regard de leur dotation. Il faut aussi que le gouvernement prenne en considération cet appel, non pas au secours, mais cet appel à une plainte des élus locaux qui commence, semble-t-il, à être entendu, mais après 18 mois manifestement de non-dialogue. Manifestement, l'exécutif et le gouvernement ont changé d'attitude vis-à-vis des élus locaux. Oui, je crois que le président de la République a compris qu'il ne pouvait pas avancer contre les élus. On ne peut pas avoir raison tout le temps contre tout le monde. Et les élus locaux aujourd'hui s'expriment, mais je reviens encore une fois sur, effectivement, quid de cette expression au moment venu des décisions. Patrick Kanner, justement, j'aimerais vous entendre sur l'issue de ce grand débat. Est-ce que vous seriez favorable, oui ou non, à un référendum ? Édouard Philippe s'est montré plus que sceptique avant-hier aux questions d'actualité au Sénat. Tout ce qui aurait pour effet de remettre en cause la clarté du débat serait probablement écarté, c'est ce qu'a dit le Premier ministre. Vous y êtes favorable ou pas ? Moi, je suis favorable à un référendum une fois qu'on a tamisé toutes les propositions. Je m'explique. Pas de référendum pendant les européennes. On ne gâche pas, entre guillemets, le débat européen par un référendum sur des sujets locaux et des sujets nationaux et sociaux, en l'occurrence. L'Europe mérite un débat plein et entier. À partir de là, ce référendum, il faut le préparer. Il ne faut pas qu'il ne soit basé que sur les questions que souhaite poser l'exécutif. Sinon, à quoi aurait servi le grand débat ? Donc, ce que nous souhaitons, c'est une grande conférence sociale et territoriale qui fasse qu'on repère les points principaux et qu'on soumette au référendum, y compris les questions dont n'a pas envie le président de la République. Patrick Kanner, on va d'abord dire au revoir à Anna Britz, qui est à Strasbourg, place de la République. Elle ne peut pas rester plus longtemps avec Adrien Labi. Merci Alsace Vote de votre coopération dans cette émission. On se retrouvera bien sûr avec vous, chaîne dirigée par Olivier Anne. Merci Anna et à très vite. Voilà, vous savez rien. Un mot sur les européennes. Quel est votre sentiment face à vous évoquez les européennes. Quel est votre sentiment face à l'union, ou plutôt la désunion des gauches pour ces européennes ? Irresponsable. La bataille des égos n'a aucun sens. Les gauches doivent pouvoir se rassembler. C'est le travail qu'essaye de mener Olivier Faure. Mais ça ne peut pas être un travail de rassemblement sur, entre guillemets, les ruines présupposées du Parti socialiste. Je vous ai expliqué tout à l'heure pour quelles raisons nous étions encore bien présents dans le débat politique et nous devons le rester. Donc il faut que la gauche se rassemble, mais sur un projet politique cohérent, et j'appelle vraiment à la responsabilité en la matière. Patrick Kanner, la province se sent mis de côté. La une du Parisien aujourd'hui et d'aujourd'hui en France, c'est Paris vu par la province. Est-ce que vous vous sentez aussi classé du côté des Parisiens ? En tant que parlementaire, naturellement. Je vis 4 jours par semaine à Paris dans le cadre de mes responsabilités de président de groupe. Est-ce qu'on vous interpelle là-dessus ? Oui, on m'interpelle. Il y a une forme de suffisance de la capitale qui, je le dis, a été renforcée depuis l'arrivée de M. Macron au pouvoir. Parce que la fonction jupitérienne, la descente très verticale des décisions sur les provinces a été très très mal appréciée. Donc il faut rééquilibrer les choses. Paris, notre capitale, nous avons une tradition historique jacobine, malgré toutes les tentatives de décentralisation qui sont pourtant nécessaires. Donc cela passe aussi par l'attitude des dirigeants nationaux qui doivent respecter les territoires. Voilà, le grand débat est une manière de répondre. Donc j'en prends acte, j'en suis heureux. Après, encore une fois, la question, c'est pour quel résultat ? Merci. Dans le reste de l'actualité, le Sénat se penche sur le sort des familles yézidis. Le chef de file de la droite sénatoriale a organisé hier une conférence sur ce drame. Je vous propose d'écouter Bruno Retailleau qui évoque justement le sort de l'une d'entre elles. Nous avons proposé que l'Union européenne puisse soutenir l'Irak dans sa reconstruction, notamment immatérielle, pour que justice soit rendue, de façon à ce qu'il y ait une vraie réconciliation, non pas sur une base de revanche, mais au contraire sur la base de la justice. Et je pense qu'un certain nombre de crimes, qui sont des crimes de masse, qui peuvent être qualifiés de crimes contre l'humanité, de crimes de génocide, concernent bien sûr les yézidis. Et on a une joie d'accueillir ici au Sénat une jeune femme qui a été réduite à cet état d'esclave sexuelle à l'âge de 12 ans. Elle en a maintenant 17. Elle a écrit avec sa mère un livre, Prisonnière. Je pense que c'est un témoignage très très fort pour sans cesse rappeler que là-bas, les choses continuent. On compte sans doute plus de 3000 aujourd'hui, jeunes femmes qui sont réduites à cet état d'esclavage. Voilà, et on va terminer avec les prix du trombinoscope politique. Xavier Bertrand se voit décerner le prix de la personnalité politique de l'année. Meilleur ministre Agnès Buzyn, meilleur sénateur Philippe Bas. Philippe Bas qui s'est illustré à la présidence de la commission d'enquête parlementaire, mise en place bien sûr après l'affaire Benalla. Je vous propose de l'écouter. Celle-ci a été...
C'est tout simplement le travail habituel du Sénat. Nous avons chaque année 3 ou 4 commissions d'enquête. Celle-ci a été plus médiatisée, mais ça n'est pas de notre fait. La transparence a eu lieu. L'œuvre de vérité, c'est d'une certaine façon déjà accomplie parce que tous les Français qui étaient intéressés ont pu constater la manière dont les choses se sont déroulées. Et d'une certaine façon, ça a permis pour la première fois de montrer en grandeur nature ce qu'est le travail d'une assemblée où on se respecte, où on dialogue et puis où surtout on accomplit un travail de fond qui dépasse les polémiques, les invectives, où la droite, la gauche, le centre, En Marche savent se parler pour essayer de trouver ensemble des solutions communes. Patrick Caner, jusqu'où ça va aller cette affaire Benalla? On a encore appris hier soir, nouvelle révélation, que la chef de sécurité de Matignon a été entendue par les enquêteurs. Elle conteste avoir réalisé les enregistrements dévoilés par Mediapart entre Alexandre Benalla et Vincent Kras. Jusqu'où ça va aller? C'est incroyable cette affaire. Un feuilleton toutes les semaines maintenant. Avant c'est tous les mois, maintenant c'est toutes les semaines. Une information nous tombe. Désormais Matignon est éclaboussé. Oui, éclaboussé, en tout cas concerné. Et j'avais dit, je crois sur votre plateau, que pour moi l'affaire Benalla n'était pas une affaire d'État, mais une affaire qui engageait l'État. Je commence à bouger d'opinion, à changer d'opinion, et je pense que ça peut devenir une affaire d'État au regard de toutes ces révélations totalement incroyables de semaine en semaine, et avec manifestement une forme d'irresponsabilité, d'imprévision totale de collaborateurs très proches du pouvoir. Alors, nous avons fait notre travail. Nous avons été ce lanceur d'alerte, je reprends l'expression tout à l'heure. Merci aussi à la presse de nous y avoir aidés. Nous avons fait notre boulot, comme l'a dit Philippe Bas. À partir de là, c'est à la justice maintenant d'avancer, et d'avancer vite, parce que cette affaire ne sent pas bon. Merci Patrick Caner, président du groupe socialiste ici au Sénat.